Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire, la découverte des archéologues plongeurs d'EVA. À suivre, le petit chemin de Grains-Up et Programme Pi, start-up né à Esther. Et pour finir, le b.a.-ba de l'électronique imprimée. Le Mac d'Ester, c'est parti. Créé en 2006 à Limoges, EVA est aujourd'hui le principal bureau d'études archéologiques privé de notre pays. Avec près de 250 collaborateurs et 14 agences, l'entreprise s'est relevée d'un redressement judiciaire sans toucher à son effectif. Aujourd'hui, de nouvelles activités ont rejoint le siège à Esther. Il s'agit du service de plongée scientifique EVA. Il faut savoir qu'à l'origine, en mars 2012, a été créé un pôle de plongée au sein d'EVA et depuis le premier trimestre 2019 à peu près, ce pôle a évolué en service. Donc c'est un service au sein d'EVA qui réalise des fouilles en milieu dit subaquatique et sous-marin. Subaquatique concerne les eaux intérieures et le sous-marin, les eaux extérieures, c'est-à-dire mer et océan. Le plus important à faire, c'est de traiter ce mobilier de façon prioritaire. Il faut absolument qu'il ne se dessèche pas. À partir du moment où le bois commence à se dessécher, il va progressivement s'effondrer sur lui-même. Du coup, on va perdre l'essentiel des informations qu'on recherche pour les potentielles futures études. Dans ce bac, nous avons entreposé des pièces qui sont issues de la fouille programmée de Courbiac, qui est dirigé par Jonathan Le Tup. Et nous avons notamment un apoturo et des fragments de membrure. C'est une pièce qui vient en fait d'une épave, l'épave numéro 1 de Courbiac. C'est un bateau antique qui a été daté grosso modo de la fin du IVe siècle de notre ère. Cette épave donc, se trouve dans le fleuve Charente, sur les communes à la fois de Saintes et de Fontcouverte, à une profondeur moyenne de 8 mètres. Là, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un apoturo. C'est un élément, c'est comme une bille d'amarrage que l'on trouve actuellement sur les quais, entre autres, et sur les bateaux. Et ici, il faut voir que cet élément, donc, c'est la partie haute. Donc, il faudrait la redresser de 90 degrés comme ça. Et ça, donc, la partie basse. Et ici, vous avez la face externe du bateau. Donc, vous avez des planches qui viennent ici, ce sont des virures. Et cet apoturo servait, alors on ne sait pas encore puisqu'on n'a pas encore terminé la fouille de cette épave, mais pouvait servir soit à amarrer le bateau à un quai, ou soit à rouler des câbles pour l'ancre, pour tout ce qui est gréement, etc. Donc là, cette pièce, elle est assez unique dans le sens où elle a un état de conservation qui est, on peut qualifier d'exceptionnel. D'habitude, ce que vous avez, ce sont ces éléments ici, mais qui sont très érodés, très abîmés. Là, on a la chance, c'est que sur ce site, donc qui concerne 2 épaves antiques, les bois ont pu être très bien conservés, puisqu'ils étaient en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans contact avec l'oxygène dans l'eau. Ils étaient pour cela recouverts de vases, une vase grise stérile. Les bacs sont en matériaux neutres pour éviter justement une réaction sur les bois face au PVC par exemple. Donc les bacs sont en polypropylène. Dès que le mobilier arrive, je vais le pré-inventorier directement pour savoir exactement de quelles pièces je dispose. Et je vais les nettoyer et ensuite je vais les réintégrer dans une eau propre et je vais également assurer un suivi sur ces pièces-là. La température, c'est important parce que plus un milieu va être humide et chaud et plus ça va être propice au développement des bactéries et des champignons. Le cas est similaire pour la lumière. À partir du moment où on a de la lumière, un milieu humide et chaud, on va avoir forcément un développement de champignons et ce qu'on souhaiterait éviter sur les bois archéologiques. L'exploitation du mobilier en milieu subaquatique ou sous-marin, ce qu'on appelle le milieu hyperbare, voilà, c'est différent du terrestre. Alors, il
Il faut savoir que le mobilier est bien mieux conservé. Le mobilier est tout aussi fragile, mais ce mobilier est conservé. S'il nous parvient aujourd'hui, c'est grâce à son environnement immédiat, les couches sédimentaires, etc. À partir du moment où l'archéologue intervient, il va dégager ces couches et s'entame un processus de dégradation. En eau, difficulté qui se rajoute, c'est le fait que l'on évolue dans un milieu qui n'est pas le nôtre, avec des problèmes de visibilité, selon les sites bien entendu. À cela s'ajoute le fait que l'on utilise des outils sous l'eau, c'est beaucoup plus compliqué que des outils en terrestre. Il faut avoir des habilitations également, diverses et variées. Et ensuite, le problème, c'est remonter l'objet à la surface dans des conditions optimales qui permettent à ce que l'objet concerné ne soit pas abîmé pendant ce transport. Alors vous êtes une archéologue. Oui. Nous nous sommes déjà croisés sur des fouilles. Oui. Place de la République. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous choisissez de changer d'univers ? Envie de se diversifier. Voilà, j'étais une archéologue de terrain et j'avais envie vraiment d'aller vers des choses un petit peu nouvelles. Avec le développement du service plongée sur Limoges notamment, je me suis dit qu'il y avait de toute façon nécessité d'une personne référente de ce mobilier. Je me suis proposée en candidate et je trouvais que c'était très intéressant pour moi d'aller m'investir dans un nouveau milieu et de découvrir de nouvelles choses via la plongée, si possible aussi directement sur terrain. C'était très intéressant. Du coup, si je fais ça, vous comprenez que tout va bien. Et bah super. Créé il y a bientôt 4 ans à Esther, Grains Up est désormais installé à Panazol au centre de formation des compagnons du Tour de France. 2020 sera la première année complète de vente des solutions de formation de l'entreprise. Derrière les supports numériques, une équipe de 10 personnes. Les contenus que nous construisons viennent souvent de nos clients. On fait beaucoup de sur-mesure et donc notre compétence centrale, c'est comment on prend ce contenu et comment on fait en sorte que la cible qui est destinataire de ce contenu puisse se l'approprier le plus simplement, le plus ludiquement possible et le plus efficacement possible, puisqu'on va mesurer aussi l'acquisition de la compétence. Donc effectivement c'est la pédagogie et puis ensuite bien sûr pour réaliser les outils on a tout un tas de compétences techniques qu'on mobilise sur de la vidéo, sur de l'animation, sur de l'interaction numérique qui permettent de construire des choses très originales et toujours sur mesure. Un module de formation dure entre 5 à 20 minutes. Dans un module d'animation, on peut trouver différents types de contenus, autant de l'animation que des vidéos. Tout cela est mis en œuvre pour que l'apprenant puisse trouver matière à comprendre simplement. Nous essayons de rythmer le montage afin que les apprenants puissent ne pas s'ennuyer, puissent trouver un rythme pour que ce soit dynamique et ludique à la fois. Chez Grains Up, on construit avec nos clients, qui sont des entreprises, petites ou grandes, des modules numériques qui vont leur permettre de transmettre mieux des compétences aux opérateurs, aux cadres, à l'ensemble de leur personnel. On fait des modules d'intégration, on fait des modules sur la prise en main d'une machine, on va faire des modules sur des gestes techniques. On travaille sur plusieurs types de contenus, donc on va avoir des contenus de type fiche pédagogique, des mises en situation métier avec plusieurs types de métiers tels que le commercial, le cuisinier, les métiers du bâtiment et plus récemment les métiers de la cuisine et de la distribution. Calculer une remise ou des marges, des surfaces et des volumes sont des notions dites simples, utilisées quotidiennement dans tous les métiers. 38% des personnes en âge de travailler maîtrisent ces notions. Les conséquences peuvent être économiques. Récemment, on a travaillé pour l'organisme de formation du groupe Monsieur Bricolage sur des mises en situation dans le domaine de la distribution. On a aussi développé donc, nos offres programme Pi pur avec les compétences mathématiques. On a également un nouveau type de parcours qui s'appelle Animé, donc qui est en cours de réalisation, qui va permettre à un formateur dans une situation présentielle devant son groupe d'apprenants de les faire raisonner, de les faire réfléchir sur des situations avec de la manipulation, des essais-erreurs. Donc notre plateforme elle a été conçue pour
préparer des sessions de formation de manière efficace, rapide et en ayant le plus d'informations possible sur le suivi justement des apprenants. Tout est fait pour que le formateur ait le choix dans les modules, qu'il arrive à mener sa stratégie pédagogique de A à Z avec le plus de détails possible. L'expérience fait qu'avec l'équipe, en fait, on a souvent des retours donc de toutes sortes sur des sessions de texte qu'on a pu mettre en place auparavant, sur des sessions d'évaluation, de certification, même quand on remet un module à un client, on a directement en fait son retour, ce qui nous permet d'avoir vraiment une matière pour nous évoluer et répondre au mieux aux besoins du Je formateur. découvre la trigonométrie. Je repère les côtés par rapport à l'angle de référence. Je découvre les rapports trigonométriques. Je calcule la valeur d'un angle ou d'un côté du triangle. Sur mon chantier, pour qu'une échelle soit mise en sécurité, l'angle qu'elle forme avec le sol doit être comprise entre 65 et 75 degrés. J'ai un truc. Pour trouver cet angle, je me place contre l'échelle, je tends les bras et j'utilise l'angle sol-pied-poignet. Cette année, pour Programme Pi, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est d'obtenir la certification inscrite à l'inventaire du RNCP pour que nos formations soient prises en charge dans le cadre du CPF, compte personnel de formation. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, pour développer, c'est de développer un réseau de formateurs certifiés dans toutes les grandes villes de France pour démultiplier l'activité de Programme Pi. Et ça va se faire à partir du mois de mars avec une open class en ligne qui va se reproduire à plusieurs reprises. On va recruter des formateurs, on va les former et on va leur donner tous les outils pour pouvoir former des gens sur leur bassin d'emploi. Donc pour GrainsUp, cette année, l'axe de développement, c'est de créer un ensemble de modules qui vont permettre de mieux intégrer des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs dans les entreprises industrielles, agroalimentaire ou d'autres secteurs industriels. Ce socle est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine et nous permettra de diffuser largement à des conditions préférentielles tout un arsenal de formation dans les entreprises de toutes les tailles. L'idée, c'est de favoriser le retour à l'emploi de personnes qui en sont très éloignées ? Très éloignées ou pas, ou même de permettre une formation des employés des entreprises industrielles sur des sujets qu'ils n'avaient pas forcément en tête. Par exemple, la sécurité, par exemple, la qualité, l'amélioration continue, l'hygiène. Et donc tous ces sujets vont être dans des modules très courts, très animés, très interactifs, qui vont être à la disposition des entreprises, ainsi que des modules d'évaluation sur l'acquisition de ces compétences. Dans ce que tu as dit, c'est que tu parlais de capteurs de pixels qui étaient à la fois probablement capteurs et émetteurs. Le but, c'est justement d'avoir un seul dispositif. C'est une piste qui est explorée en ce moment. D'imaginer que dans la structure même de l'écran OLED, sur chaque pixel, au lieu d'avoir du rouge, du vert et du bleu, on peut avoir... Si pour vous, électronique égale des plaques vertes avec des composants soudés dessus, préparez-vous à un bond technologique. L'électronique imprimée est déjà là et elle progresse. Vite. Électronique imprimée, on va faire même des choses un peu différentes. L'intérêt, c'est de pouvoir produire sur des substrats un peu conformables, donc de faire des objets électroniques qui vont pouvoir s'adapter à la forme d'un objet. Et comme ça, on va créer des nouvelles fonctionnalités en électronique imprimée. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va révolutionner le monde du smartphone, où au lieu de détecter sur une toute petite zone une empreinte digitale, on va rendre tout l'écran OLED de votre smartphone actif. Et vous allez pouvoir détecter sur toute la surface de votre téléphone les 4 doigts, c'est-à-dire les 4 doigts de votre téléphone, c'est-à-dire on va décupler le niveau de sécurité et donc permettre certaines applications comme des virements bancaires qui aujourd'hui
ne sont pas possibles à cause de niveaux de sécurité en biométrie trop réduits. On utilise actuellement l'outil de sérigraphie pour réaliser tous nos produits, aussi bien des produits propres, c'est des produits assez récents qu'on réalise depuis maintenant 4-5 ans, que des produits custom, tout simplement. On n'a pas aujourd'hui encore de produits catalogue. À bien y regarder, l'électronique imprimée s'est installée dans notre quotidien, l'air de rien, et devient de plus en plus présente. Semelle de chaussures. Capteur de pression par exemple, ou des éléments chauffants. On a fabriqué des semelles de chaussures chauffantes pour les ouvriers du bâtiment par exemple. Mais là, des applications, je pourrais vous en citer quelquefois qui paraissent farfelues, comme des antennes par exemple, des antennes dans des domaines vraiment particuliers. On fait pour le médical, militaire aussi, bien évidemment, mais c'est très très large. On fabrique aussi un produit qui est quand même ce qu'on appelle l'IHM, c'est le clavier, interface homme-machine. Donc ça, on en conçoit et on en fabrique toujours, mais on est plus aujourd'hui axé sur des produits de cette famille-là, beaucoup plus techniques. On remonte l'électronique dans le produit maintenant, de plus en plus. On a un produit unique au monde et on rentre juste des États-Unis où on a présenté notre technologie au salon CES à Las Vegas, pour lequel on a eu un très fort succès et nous sommes en cours de discussion avec de très gros acteurs du monde du smartphone sur la planète. Si la filière de l'électronique imprimée s'est retrouvée à Esther, ce n'est pas dû au hasard, ni même à la beauté technologique du lieu. Cette journée, c'est ici à Limoges, faire rencontrer tous les acteurs de la filière. On a la chance de la faire en partenariat avec l'AFELIM, l'Association française de l'électronique imprimée. Et ici à Limoges, pourquoi ? Parce qu'en fait, à Limoges, on a un grand nombre d'acteurs de cette filière électronique imprimée, et en plus on a toute la chaîne. On a les gens qui travaillent depuis les matériaux, parce qu'il faut des matériaux, il faut des substrats et il faut des encres conductrices qu'on va déposer sur ces matériaux. On a les gens qui produisent les machines pour déposer l'électronique imprimée, comme Ceradrop, et on a les gens qui vont fabriquer les produits à partir de ces technos-là, comme Isorg. Donc on est une des rares régions où on a la continuité des acteurs sur toute la chaîne. On fait ça en partenariat avec le pôle européen de la céramique. On n'oublie pas que les encres conductrices, à la base, c'est du matériau qu'on étudie et c'est fait en partie à partir de l'IRCER ici à Limoges. Donc on est ravis d'accueillir ces journées ici à Limoges. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.